La mauvaise gouvernance de certains pays, les conséquences dramatiques de la crise financière, le changement climatique, les catastrophes naturelles, la pauvreté extrême, les guerres, les paradis fiscaux qui épuisent l'Afrique, les grandes épidémies comme le sida. Les indicateurs de santé en Afrique sont si préoccupants que la question du financement interpelle tous les pouvoirs publics. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Pour ce premier numéro matinal sur votre chaîne panafricaine d'économie, je reçois Dougrou Saoré Augustin. Il a été député de 2011 à 2016 à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire dans la circonscription électorale de Niagbo-Dunyoa, c'est Rio, Doukuyo, Dougrou Palignoa, commune et sous-préfecture, et Gagnoa, sous-préfecture. Il est médecin, mais il est aussi le président du réseau des champions du plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire. Monsieur Saoré, pourquoi un plaidoyer en faveur de l'investissement en santé en Afrique et en Côte d'Ivoire? Merci. Merci beaucoup. La question est très pertinente. Un plaidoyer, parce qu'en fait, il faut un peu de diplomatie dans la mobilisation des ressources. C'est pour cela que ce mot plaidoyer est bien indiqué. Parce qu'un plaidoyer se fait à l'endroit de ceux qui ont pouvoir de décision pour qu'on ait des résultats probants. Alors je pense que vous êtes parti d'un constat. Nous sommes partis d'un constat. Parce que ce constat a été fait par l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui a constaté que depuis 2001, que les États se sont engagés à Abuja pour que la santé soit adéquatement financée à hauteur d'au moins 15% de leur budget. Il a été remarqué que, par exemple, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce taux-là n'est que de 6%. Nous sommes très loin des 15%. Donc des réseaux dans l'espace CEDEAO, dans les 15 pays, mais qui englobent aussi la Mauritanie et le Tchad, n'est-ce pas, des stratégies ont été trouvées pour que des réseaux soient mis en place pour rappeler l'engagement, pour rappeler la déclaration d'Abuja, pour que les chefs d'État prennent conscience de leur engagement. C'est pour cela que ces réseaux-là ont été mis en place. Pour aider à la mobilisation des ressources, n'est-ce pas, des ressources complémentaires pour que la santé soit effectivement adéquatement financée. Alors l'accès aux soins et aux médicaments pour toute la population sans discrimination, les défis de la mortalité infantile et maternelle, c'est aussi les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre action. Mais oui, mais en fait, quand on parle de santé, en principe, le mot discrimination ne devrait pas avoir sa place parce que la santé, elle est une pour tout le monde, tout être humain a droit à la santé. Les droits universels de l'ONU disent que, n'est-ce pas, la santé et l'éducation, n'est-ce pas, sont des droits inaliénables et sont des droits qui sont réservés à tout individu. Donc il n'y a pas à faire de discrimination, on doit soigner tous les Ivoiriens, on doit soigner tous les Africains. Alors, mais est-ce que nous avons suffisamment les moyens pour jouer ce rôle? Oui, mais il faut avoir un programme de société pour gouverner le monde. Ah oui, c'est vrai. Et puis il faut faire des priorités. On ne peut pas avoir suffisamment de moyens. Il faut gérer le peu de moyens que nous avons pour que nos populations, n'est-ce pas, retrouvent la santé. N'est-ce pas? Il faut mettre des organisations, il faut mettre des stratégies en place, n'est-ce pas, pour que on rappelle seulement que les Ivoiriens, que les Africains doivent être soignés. Alors, au quotidien, avoir beaucoup de moyens, pour moi, ça n'a pas de sens. Le peu qu'on te donne, il faut gérer. Parce que l'Afrique n'a pas appris à gérer. Tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre introduction, la mauvaise gouvernance. Ah oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut le dire honnêtement. Si l'argent est géré de façon adéquate, celui à qui on donne l'argent, il rend compte de ce qu'on lui a donné, de ce qu'il a fait avec l'argent, mais le peu qu'on a, ça suffit, c'est suffisant pour moi. C'est un peu ça que je rappelle souvent. Parce que vous savez, quand on dit qu'il y a un audit qui arrive, tout le monde a peur, tout le monde tremble. Mais qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? On veut savoir ce que vous avez fait et vous tremblez. Donc les ressources sont là, c'est pas géré de façon adéquate. C'est ça que je voudrais rappeler ici sur votre chaîne. Les moyens, la Côte d'Ivoire a les moyens, on est premier producteur en cacao, on a EVA, on a bois, on a riz, on a ceci. Mais l'argent est là, il faut le gérer de façon adéquate et il faut le repartir, moi à mon sens, de façon équitable, hein, parce que ce sont les devises de l'État. Tous les Ivoiriens ont droit à ces devises-là.
Alors, quand vous rencontrez les populations au quotidien, parce que vous avez été député, vous êtes au contact chaque jour avec les populations pauvres ou toutes les couches sociales, et quelles sont les préoccupations en matière de santé aujourd'hui? Oui, mais les préoccupations sont nombreuses. Hein. Il faut partir de l'accouchement, il faut partir de la pédiatrie, il faut partir des chirurgies. Ben, mais il faut aussi un peu, s'il vous plaît, parler du système de santé. Ouais. Voilà, les plateaux techniques, n'est-ce pas? Si on a le peu, qu'on améliore les plateaux techniques, mais vous, si vous êtes à Madinani, c'est un exemple que je prends, je n'ai rien contre. Si vous êtes à Obodroupa, il n'y a pas de problème. Si vous êtes à l'Est, il n'y a pas de problème. Si le plateau technique dans la région est installé de façon adéquate, on n'a pas besoin de parcourir 1000 km pour se faire venir soigner à Abidjan. Donc c'est l'organisation et c'est le système souvent même. Les gens ne sont pas malades. Ça c'est la vérité. C'est le système même qui est malade. Vous voyez par exemple l'état des routes. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait les routes. Bon, c'est un chapeau pour nous. On fait toutes les routes. Mais l'état des routes également. Vous allez prendre une ambulance pour évacuer quelqu'un depuis 600 km jusqu'à Abidjan avec cet état de route là. Donc c'est le système qu'il faut soigner pour que le plateau technique qui est très loin soit amélioré, pour que le malade soit pris en compte là où il est, là où il réside. Alors, M. Degrau, une question qui m'avait été insufflée par un téléspectateur. Alors, on a constaté que la plupart de nos chefs d'État africains, voilà, pour des questions de santé, aiment aller se soigner en Europe. Et ça dit que ici... Mais vous me donnez raison. En disant que c'est le système qui est malade, vous me donnez raison. Parce que le riz que tu prépares, c'est le constat. Le riz que tu prépares, tu ne le manges pas toi-même. Ça veut dire que si on ne peut pas se faire soigner en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça veut dire que le système n'est pas bon. C'est ça la vérité. Sinon nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes. Et avant, c'est la Côte d'Ivoire qu'on fréquentait pour se soigner. C'est peut-être que vous êtes médecin, mais peut-être qu'il n'y a pas de médecin qualifié pour pouvoir faire face à ça. Depuis longtemps, depuis 1960, que la faculté de médecine existe, qu'on forme les médecins. Aujourd'hui, il y en a qui ne travaillent pas. Il y a des médecins qui ne travaillent pas, il y a des compétences sur le terrain. Il y a des compétences. Moi, je suis directeur régional de la santé avant de devenir député. Il y a des compétences sur le terrain. N'est-ce pas? Mais c'est le plateau technique. Il est là, il connaît. Mais le matériel qui lui est destiné ne lui permet pas d'agir. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc si on doit se soigner à l'étranger, mais ça veut dire que notre système même là, il n'est pas bon. Ah oui, c'est vrai. Avant, on évacuait les malades par hélico sous notre grand-père. On a évacué les malades par hélico sur les CHU. N'est-ce pas? J'ai fréquenté un pays où il y a 12 régions, mais où il y a 12 CHU. Vous comprenez? Oui. Mais nous, on n'a que deux ou trois CHU, mais concentrés à Abidjan. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Même si Abidjan a plus de 40% de la population. Mais ceux qui sont à l'intérieur sont des hommes comme nous. Vous comprenez? Donc moi, je pense que c'est le système qu'il faut revoir. Parce que les Ivoiriens, ils sont compétents. Parce qu'au concours d'agrégation, nous souvent, la Côte d'Ivoire est première. Hein, si on va au concours d'agrégation, surtout en médecine, hein, on a la plus grande proportion des médecins qui gagnent l'agrégation. Donc, il avait dit que nous avons des compétences. Mais c'est le plateau technique qu'il faut améliorer. Et puis la décentralisation, ça ne doit pas être un vain mot. On doit pouvoir aller travailler partout en Côte d'Ivoire si les moyens sont mis en place. Vous voyez qu'Abidjan est en train de se saturer. Vous ne pouvez plus aujourd'hui garer au plateau, alors qu'à Yamso, on gare, à Touba, on gare, à Gagnon, on gare. Vous comprenez? Donc c'est le système qu'il faut revoir pour que la décentralisation effective, la décentralisation soit effective et qu'elle joue effectivement son effet à tous les niveaux. Alors, être en bonne santé, c'est être plus riche. Pourquoi l'investissement de la santé se justifie économiquement parlant? Oui, mais vous savez que quand vous investissez dans la santé, vous investissez dans le développement. Et ça, c'est un mot du plaidoyer que vous reprenez. Parce qu'à travers la santé, vous agissez sur tous les domaines d'activité. Il est bien portant. Il est rentable. Économiquement, il est productif. Il a une bonne santé. Je prends l'exemple d'un enfant qui souffre de paludisme. 3 jours durant, il est coulé à la maison. Mais c'est une perte énorme. Parce qu'on ne l'attend pas à l'école. Les cours continuent. N'est-ce pas? Donc c'est une perte. Prenez par exemple quelqu'un qui va passer 10 jours dans un lit d'hôpital et qui était par exemple DG. Mais tout son boulot est mis en néant. Donc la santé, c'est un facteur de développement. C'est primordial. Et ceux qui ont dit la santé avant tout n'ont pas eu tort. Ils ont raison. J'allais évoquer un peu la sécurité également. Santé et sécurité vont ensemble. Il y a sécurité et la santé. Mais si tu es pauvre, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. On ne tire plus. Je le dis souvent. Tu es en bonne santé. Tu es couché là. Les 24 heures que Dieu a accordé, tu puis ça sans rien faire. Mais si demain tu es pauvre, tu as accusé qui? C'est ça. Donc le travail d'abord.
n'est-ce pas, pour que le fait de développement, la santé se retrouve son effet de développement. Alors, M. Dourou, quand vous allez vers les bailleurs de fonds, ceux qui doivent financer le système de santé en Afrique, est-ce que votre discours trouve écho favorable? Oui, ça trouve écho favorable, mais il faut d'abord dire, il faut compter sur toi-même d'abord. Dans toutes choses, il faut compter sur toi-même. Tu dois compter sur son village, mais il faut compter sur toi. Tu dois compter sur sa maison, il faut compter sur toi-même. Les gens ne viendront que t'aider. Non, il faut commencer. Justement. Il faut commencer. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a commencé à faire. C'est vrai que c'est pas encore trop performant, le système de santé, mais au regard des résultats que nous avons obtenus, les bailleurs de fonds, ils étaient partis passer avec guerre, mais ils sont tous revenus. Et puis ils nous écoutent. Parce qu'ils savent que ils sont venus pour nous accompagner. Et la Côte d'Ivoire étant un pays phare, nous avons des partenaires sûrs dans ce domaine. Et la formation continue, n'est-ce pas? Vous avez parlé des hommes de qualité. Mais ces bailleurs, non seulement ils investissent dans le financement, dans les équipements, mais ils financent également la formation. Donc nous avons de la compétence. C'est le système seulement qu'il faut soigner un peu. Alors aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire et en Afrique, beaucoup de personnes meurent toujours du paludisme. Quand les gens vont dans les hôpitaux, il y a pas mal de contraintes qui leur sont en fait soumises. Est-ce que vous pensez que, étant donné que c'est l'un des problèmes de santé publique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas matière à renforcer la compétence pour lutter contre ce problème-là? Moi, je suis paludologue, n'est-ce pas? Ça veut dire que j'ai un diplôme en paludologie. Mais le paludisme est la première maladie en consultation, tout venant. Quand vous faites le rapport la journée, après avoir consulté, vous savez que le paludisme prédomine. Mais nous sommes un pays qui a un climat chaud et humide, donc qui favorise l'éclosion de l'anophèle chez nous, parce que le climat que nous vivons est favorable au développement de l'anophèle. Donc il faut que la population comprenne qu'il n'y a pas de sorciers au village. Il faut qu'ils comprennent. Quand on nous dit de dormir sous moustiquaires, qu'on prend les moustiquaires, on les met dans les petits poteaux. On ne se protège pas. On prend les moustiquaires, on encourt les salades. On encourt les vergers. On entoure les vergers. On ne se protège pas assez, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que si vous êtes protégé contre le paludisme, c'est rarement que vous tombez malade. Et c'est rarement que vous allez bénéficier de votre santé et des retombées de votre bonne santé. Donc, le message que je lance, c'est pas seulement aux enfants et aux femmes enceintes. Ah non, c'est vrai que c'est la priorité du gouvernement. Mais tout individu, en principe, doit pouvoir dormir, même à Abidjan, doit pouvoir dormir sous une moustiquaire. Imprégné, c'est tant mieux. Mais une moustiquaire de barrière pour se protéger. Non seulement contre les moustiques, mais contre tous les insectes, contre tout ce qui est nuisible la nuit, même contre les salamandres, j'allais dire, contre les cafards, j'allais dire. Donc c'est un moyen de protection d'abord, qui protège contre tout. Je ne vous dis pas, comme nous sommes à l'antenne ce soir, mais on a eu un cas, j'allais dire un peu, peut-être pas dramatique, mais que c'était comme si un ami qui a dressé sa moustiquaire et qui à 2h du matin se réveille, et dans le trou de la moustiquaire, il y a un serpent qui flotte dedans. S'il n'était pas protégé, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est ça un peu. Non, il faut se protéger. Et non, quand je suis ici, je ne dors pas. Non, mais les mailles qui entourent la moustiquaire permettent la circulation de l'air. Donc il faudrait que la population comprenne qu'aujourd'hui, les moustiquaires sont donnés gratuitement. On n'achète pas. On n'achète pas. Avant, on vendait. Aujourd'hui, on n'achète pas. Et c'est donné gratuitement. Et en fonction du nombre de chambres que vous avez, on vous donne le nombre de moustiquaires. Mais il faut se protéger. On dit il fait chaud. Mais moi, je suis Dougou Saouro Augustin. Je préfère la chaleur que la fièvre à 40 degrés. Parce que chacun de nous couvre une maladie. Il vit en symbiose avec. Mais quand vous faites une température à 40 degrés, mais ça va réveiller ceux qui dormaient. Et on dit non, on n'a pas trouvé, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais c'est un peu ça la vérité. Donc il faut se protéger. Parce que l'enfant peut supporter une fièvre à 40 degrés, mais la grande personne ne supporte pas une fièvre à 40 degrés. Et souvent c'est catastrophique. Et c'est la source, l'étiologie, c'est l'anophèle. C'est le plasmodium que l'anophèle donne.
Voilà ce que je voulais un peu répondre à cette question. Alors, vous avez abordé certains pesanteurs, je profite pour le signaler. Alors, tout dernièrement, il y a une enquête qui l'a révélé. Alors, lorsque les infrastructures de santé existent, le taux de fréquentation des districts de santé est très faible. Par exemple, au Mali, au Burkina et encore au Bénin, les gens sont encore, c'est-à-dire font plus confiance à la médecine traditionnelle au lieu de fréquenter les centres de santé. Oui, mais ils n'ont pas tort de faire confiance à la médecine traditionnelle. C'est la première médecine auquel les populations ont été confrontées. Il faut l'améliorer seulement, c'est tout. C'est ce que l'OMS a compris. Et aujourd'hui, nous collaborons très bien, n'est-ce pas, avec médecine moderne et médecine traditionnelle. Au CHU de Trashville, vous pouvez avoir des exemples là-bas. Mais il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui font la médecine traditionnelle. À 4 h du matin, un enfant fait la fièvre. Vous n'avez pas de médicaments, vous faites quoi? C'est ça la question. Les gens qui parlent d'automédication. Mais je suis derrière l'eau. J'avais de l'aspirine, enfin, je ne sais pas de la publicité, mais j'avais un médicament pour apaiser la température. Je l'ai pris derrière l'eau le temps de traverser. Est-ce que c'est une automédication? Ah non, c'est pour sauver une situation. Moi, je pense que ce n'est pas l'automédication, c'est pour sauver une situation. Donc, il faudrait que les gens comprennent un peu ça, cette liaison-là. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui ont recours tout de suite à la médecine traditionnelle. C'est la première médecine. Nous tous, on a été soignés comme ça. Et c'est après qu'on a compris qu'il n'y avait pas de dose, qu'il n'y avait pas de ceci. Mais pourquoi ne pas l'améliorer s'il n'y a pas de dose? Donc c'est un peu... moi, je pense que les deux médecines doivent être complémentaires. L'autre est un peu plus poussé, moderne et tout. Ça va d'abord du diagnostic global au diagnostic étiologique pour faire un traitement, des examens complémentaires. Mais si on peut soulager un enfant d'une manière ou d'une autre, sans trop lui créer de dommages, parce qu'on a fait la médecine traditionnelle, moi, je ne jetterai pas la pierre. Est-ce que dans nos centres de santé, les politiques en matière de communication et de sensibilisation ne doivent pas être axées pour attirer les populations à les soigner? Parce que je prends un exemple que nous avons vécu tout dernièrement. Alors, il y a une réalisatrice nigérienne, Aïcha Maki, qui a tout récemment présenté un film L'art au sang fruit, où elle abordait le thème de l'infantilité. Alors, dans ce film documentaire, elle a mis l'accent sur une sage-femme qui était très ouverte, très accueillante avec la population et qui attirait les femmes à aller vers elle, à aller dans ces centres de santé. Est-ce que ce n'est pas là aussi le blocage qui fait qu'aujourd'hui, pas mal de personnes, plus ou moins dans les zones reculées, n'ont pas toujours un contact, voilà. Il faut dire honnêtement que c'est vrai, ce film-là aussi, je l'ai vu. Mais quand on parle de l'accueil, tout agent de santé a fait la formation sur l'accueil. Et puis, on est d'accord que ça soigne à 50% le malade quand vous l'accueillez bien. Ah oui, ça soigne à 50%. C'est une bonne thérapeutique. Mais ce qu'elle a fait dans le film, c'est édifiant. Et ça nous révèle beaucoup de choses. Et les agents de santé savent l'importance de l'accueil. S'ils ne font pas, c'est à eux qu'il faut jeter la pierre. Ceux qui ne font pas, ceux qui n'accueillent pas bien. Mais si vous n'accueillez pas bien, parce que, excusez-moi, nous ne sommes pas en antenne, mais quand vous mettez la main gauche sur la poitrine, sinon la main droite sur la poitrine, ça veut dire que c'est avec amour que vous faites votre travail. Mais le malade, quand il vient vous voir, comme je le dis souvent affectueusement, il a un visage de Christ, parce qu'il est souffrant. Il souffre. Alors pourquoi ne pas bien l'accueillir? Et puis, quand vous l'accueillez bien, vous êtes débarrassé de tout. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation monte. Ça veut dire que les gens vont connaître leurs droits. Ah oui, ils vont connaître leurs droits, ils vont porter plainte en justice et tout. Ceux qui n'accueillent pas bien, n'est-ce pas, font des obstacles à la bonne pratique de la bonne médecine. Parce que c'est par engagement, c'est par amour qu'on devient médecin, c'est par amour qu'on devient sage-femme, on l'a vu dans le film, c'est par amour qu'on devient docteur, professeur. Si vous n'aimez pas votre prochain, c'est pas la peine d'être docteur. Alors, M. Ducrot, depuis les années 90, on assiste en Afrique à l'émergence et à l'affermissement progressif des structures mutualistes, la participation de la société civile et la prise en charge de la santé par les citoyens sous des formes originales et solidaires ne pourraient pas résoudre certains problèmes de financement de santé que nous connaissons. Mais oui, mais c'est un appui que ça peut apporter. N'est-ce pas? Moi, j'ai dit que tout est complémentaire. Donc, les bonnes initiatives sont les bienvenues, sont bien accueillies, doivent être bien accueillies. Parce que si vous ne le faites pas parallèlement au système de santé, que vous venez être complémentaire du système de santé, mais il n'y a pas de gravité. Mais c'est parce que quand vous évoluez sans être dans les normes, parce qu'il faut être dans les normes, parce qu'on est dans un pays de droit.
Quand vous devez faire quelque chose, ça doit être légalement fait. Et c'est en tant que député que je vous parle. Il ne faut pas dire que j'ai rendu service. Mais s'il y a des accros, le service n'a plus son sens, c'est la justice qui prend le pot. Donc il faut se déclarer. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas déclarer et qui pratiquent la médecine. Ah oui, qui font du charlatanisme. Parce que c'est ce que moi j'appelle charlatanisme. On ne vous connaît pas quelle médecine vous faites. Donc il faut accompagner l'État. Mais pour accompagner l'État, il y a des pistes à suivre, il y a des chemins à suivre. Et c'est pour cela que je le rappelle ici. C'est vrai, être agent de santé, c'est par amour qu'on devient agent de santé. Si vous n'aimez pas votre prochain, c'est même pas la peine de vous engager. Même pour tout métier, pourquoi pas. Si vous êtes enseignant, vous n'aimez pas les enfants, vous allez les enseigner. Il faut aimer son prochain. C'est ici que l'Église a sa place, surtout en médecine. L'Église a sa place. Les gens n'appliquent pas assez les vertus de l'Église, de la Bible. Et c'est pour cela qu'on a des problèmes. L'accueil, comme je le dis et je le répète, soigne à 50% le malade. Il faut le faire. Ça ne fait rien. Ce n'est pas une affaire complexe. Si vous êtes complexé, vous ne faites pas la médecine. Mais les malades vous connaissent. Ils viennent vers vous. Et puis vous les refoulez? Non, pas du tout. Il faut bien les accueillir. Alors, plusieurs pays africains tentent de mettre sur place un régime d'assurance maladie obligatoire. Y a-t-il préservé? Est-ce que ce régime va-t-il préserver les valeurs de solidarité, de dynamisme et la flexibilité qui devraient guider les mutuelles africaines? Mais en fait, c'est vers ça que tous les pays tentent aujourd'hui, comme vous l'avez dit. C'est vrai. Maintenant, il y en a qui veulent payer, il y en a qui ne veulent pas payer. Donc, de façon solidaire, comme vous l'avez dit, si on peut mettre les couvertures maladie universelles en place, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, au niveau international aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle, mais c'est une extrapolation de couverture maladie universelle, n'est-ce pas? Et c'est par solidarité qu'on le fait, n'est-ce pas? Donc, ceux qui gagnent un peu doivent pouvoir aider ceux qui ne gagnent rien du tout. Parce qu'il y en a, comme vous l'avez dit en introduction, il y a des populations qui sont très pauvres et qui ne peuvent pas payer. Donc quand on met ces systèmes-là, c'est pour protéger toute la population. Ce n'est pas pour protéger une seule personne, c'est pour protéger tout le monde. Et nous devrons œuvrer pour que ces couvertures maladie universelles dans nos pays d'Afrique marchent. Monsieur Douro, les gouvernements sensibilisent la population contre l'usage des médicaments de la rue. Est-ce que ce ne sont pas souvent le coût des médicaments qui font que très souvent les populations à faible revenu ont recours à ces médicaments? Je vais vous demander de retourner la question pour dire que les médicaments étaient dans les pharmacies. Comment les médicaments se sont retrouvés dans les rues? Vous êtes médecin? Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est le système de contrôle qui n'est pas très vigilant. Sinon, les médicaments étaient dans les pharmacies climatisées. Aujourd'hui, même d'abord, quand vous rentrez dans une pharmacie, la climatisation ne marche plus. Ça veut dire que, alors que le médicament doit être tenu à une certaine température. Mais entre la rue et la pharmacie, il n'y a pas trop de différence. Mais comment les médicaments se sont retrouvés dans la rue? Il y a aussi les médicaments contrefaits. Tout récemment, oui, mais c'est parce que ça a été contrefait que ça se retrouve dans les rues. Plus de 40 tonnes de médicaments saisis. Mais oui, je sais. Mais c'est parce que le système n'est pas très hermétique que les médicaments se sont retrouvés dans les rues. Sinon, les médicaments n'ont pas leur place dans les rues. Ah non, ça n'a pas leur place dans la rue. Les médicaments, les coûts sont élevés. Mais les coûts sont étudiés aussi. Parce qu'il y a les services qui étudient les coûts des médicaments dans un pays avant de les mettre sur le marché. Voilà. Alors, M. Douro, au niveau du réseau, aujourd'hui, quelles sont vos priorités? Bon, notre priorité, c'est d'accompagner, comme je l'ai dit tantôt, en financement adéquat, le ministère de la Santé qui est notre tutelle, qui nous a vu naître à Bassam. Donc, c'est de l'accompagner et de faire tout le plaidoyer pour que la mobilisation de ces ressources soit une réalité et pour qu'on accompagne. Mais si nous mobilisons les ressources, nous veillons aussi aux dépenses. Nous veillons aussi à la transparence des dépenses, des fonds que nous mobilisons. Parce que c'est ça, c'est à travers cela, cette transparence-là, que nos partenaires qui veulent nous accompagner, nous ferons confiance et nous ferons confiance à la Côte d'Ivoire, ferons confiance aux pays d'Afrique. Si vous gérez que c'est noir, est-ce que quelqu'un est prêt encore pour vous envoyer l'argent? Alors quand c'est transparent, les partenaires vont se multiplier à vos portes, vont accourir à vos portes et la santé, comme nous le prenons, sera adéquatement financée. Donc il ne faut pas avoir peur de rendre compte. Voilà. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est l'argent des populations. Vous avez votre salaire. Si on vous a mis un budget de fonctionnement, vous devez rendre compte. C'est ça aussi le plaidoyer. Le plaidoyer se fait dans les deux sens. Ça se fait au niveau gouvernemental, mais ça se fait au niveau décentralisé où l'argent va. Parce qu'on fait les allocations de budget, mais on ne rend jamais compte.
Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Alors, vous l'avez eu l'occasion de l'avoir en face de vous et vous l'avez écouté, il a fait un plaidoyer. Lui, c'est l'honorable Dougrou Saoré Augustin. Il est médecin, mais il est aussi président du réseau des champions du plaidoyer pour le financement adéquat de la santé en Côte d'Ivoire. Avec lui, il était question de parcourir ensemble les mécanismes de financement de la santé en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez énormément appris. Merci de votre agréable attention. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de Business 24 Africa. Au revoir. Merci.